Bonjour amis et amis d'Altéo. Bienvenue pour ce reportage Altéo c'est pour vous. Nous sommes aujourd'hui sur le campus universitaire de Liège pour une visite du musée en plein air du Sartillement. Fondé en 1977, le musée en plein air du Sartillement est le fruit d'une collaboration entre l'Université de Liège et le ministère de la Culture, ensuite relayée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur les hauteurs de Liège, le musée en plein air du Sartillement tient le pari de rapprocher nature, architecture et art contemporain. Il s'agit véritablement d'un laboratoire d'art public qui prolonge la pensée des pionniers du domaine universitaire depuis les années 60. Sans cloison, sans guichet, sans gardien, il est accessible au public gratuitement tous les jours. Pour ce reportage, Altéo c'est pour vous, je serai votre petite voix qui commentera le site et les œuvres. Pour ce faire, j'utiliserai une partie des commentaires des auteurs, autrices et de l'équipe du musée en plein air, que je remercie, ainsi que Pierre Henrion, conservateur en chef du musée. J'ajouterai également mon interprétation, mon imagination et ma vision, car une œuvre artistique créée par l'artiste nous donne la possibilité d'être touché au niveau de nos sensations, nos émotions et notre intellect. À vous aussi, en me suivant, de vous laisser porter par votre propre liberté d'imagination et de rêve. Commençons par notre première œuvre, qui se trouve derrière la résidence universitaire. Panoramique Refuge. Construction à vocation fonctionnelle, Panoramique Refuge vous invite à vous ressourcer en s'isolant de l'agitation du monde extérieur, tout en observant le paysage. Après avoir grimpé quelques marches, vous vous retrouvez face à une large ouverture. Cela ressemble aux images du film Premier contact de Villeneuve, quand ils arrivent à l'intérieur du vaisseau, où murs, sol et plafond noirs avec un écran blanc. Comme dans ce refuge, où tout au bout de cet écran, on y aperçoit un paysage qui défile au fil des saisons, tout en changeant sans qu'on ne s'en rende compte sur l'instant présent. Boîte de béton en porte-à-faux, cette sculpture architecture de l'artiste Nicolas Kozakis s'intègre depuis 2011 aisément dans le cadre modernisme du domaine. Un peu plus loin, nous allons traverser Chemin de traverse. C'est l'installation d'un passage de pierre composé de 2 rangées de blocs alignés et superposés, 26 blocs bruts en calcaire de Vigne allemand sur 25 mètres de long. Installée en 2002, Florence Fresson travaille la pierre avec beaucoup d'amour et de respect, se contentant de tracer, de griffer à peine ce matériau pour lui donner une dimension simple et pure. Ici, elle nous offre un chemin de pierre, paradigme de l'aube de nos temps, blocs bruts en un certain ordre assemblés. C'est peut-être le chemin de traverse qui nous donne accès à la connaissance. C'est le passage secret qui nous fait rentrer dans le domaine. Celui-ci est particulièrement adapté à la marche à pied. Mais la plupart des chemins sont faisables à vélo, à condition d'accepter de mettre pied à terre à quelques endroits. De même, bien qu'offrant parfois un certain dénivelé, certains tronçons des circuits sont accessibles aux chaises roulantes. N'hésitez pas à demander conseil et renseignements au secrétariat du musée. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description. Le reportage est disponible à tout moment. Si vous souhaitez le regarder en plusieurs fois, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. N'hésitez pas à aimer, partager ou laisser un commentaire, que ce soit sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Dans cette belle après-midi d'automne, nous allons continuer notre balade. Mais avant, nous allons faire un saut dans le temps pour nous retrouver au XIXe siècle, où Léon Mignon remporte la médaille d'or au Salon de Paris pour sa sculpture « Le dompteur de taureaux », en wallon « Toré ». L'installation en 1885 de l'œuvre aux Terrasses d'Avroy à Liège provoque une polémique. La nudité virile du dompteur et du taureau sont jugées indécentes par les bourgeois catholiques de la ville. L'Itoré devient au fil des ans la mascotte des étudiants liégeois. Elle devient le pivot d'une des principales manifestations du folklore estudiantin liégeois, la Saint-Toré, où chaque année les étudiants repeignent les testicules de ce taureau. Vincent Strubel a installé au Sartillement une sculpture inspirée du populaire Toré. En 1985, l'ombre du Toré est dressée sur la balustrade du boulevard du Rectorat. Et ce n'est qu'en juin 1992 que l'artiste recouvre sa sculpture d'un enduit doré, renforçant la fonction de signalisation de l'entrée du domaine universitaire. Cette entrée, c'est Transit, un passage en néoprène, caoutchouc synthétique et formé d'acier. Installée en 1992, cette vaste sculpture vous invite à la déambulation. Transit suscite énormément de curiosité de la part des étudiants et des autres visiteurs.
Par cette interaction, l'œuvre de la sculpteuse polonaise Tapta, elle modifie la perception de son environnement. Posée amène le sol sur un chemin de passage, transit est structuré en 4 parties, chacune composée d'un voile en néoprène qui est couturé par de gros boulons. De grandes poutres d'acier maintiennent et déterminent l'ondulation du voile. L'espace entre les structures est assez vaste pour qu'on puisse y pénétrer et suivre la surface courbée. En quittant ce sous-bois, nous allons à la rencontre d'une œuvre en bois gigantesque de 7 mètres de long. Installée en 1984 sur une vaste pelouse, se trouve le taureau de Francis André. Passionné de dessin, il imagine sur papier d'innombrables engins fantaisistes qu'il met ensuite en forme de manière ingénieuse dans le bois. Dans les années 60, Francis André collabore avec La Monnaie, pour laquelle il réalise les décors de ballets de Maurice Béjart. À cette occasion, il produit un taureau pour la décoration d'un spectacle. En 1971, lors d'une visite au Sartillement, en compagnie de son ami architecte Claude Strubel, il propose de sortir de l'atelier de La Monnaie la maquette de son taureau pour en faire une sculpture de plein air aux formes épurées et géométriques. L'œuvre est placée sur la crête d'une butte. La présence de l'animal est puissante. Le taureau domine ainsi les environs, tandis que le visiteur qui pénètre dans le domaine universitaire est attiré par la vue de l'animal monumental. Initialement en sapin, l'œuvre originale n'a pas résisté au climat et a été reconstruite en cèdre en 1996. Et également sur cette pelouse se trouve Le Souvenir, en pierre calcaire d'une hauteur d'1,33 m, sculpté en 1979 lors du Symposium des Avins en Condro. Cette œuvre a été installée au musée en plein air en avril 1994. Le Souvenir permet de bien cerner la portée abstraite du travail d'André Willeke. On y décèle l'idée d'une trace d'un passé, il s'agit d'un souvenir, qui pourrait être lointain, comme l'histoire de la pierre, matériau issu d'une évolution lente au mouvement imperceptible. C'est une succession dynamique de plans asymétriques, rythme dans la disposition des volumes, passage du clair à l'obscur, inflexion de la lumière au gré des reliefs et des coups de ciseaux. En y prêtant suffisamment attention, je vous laisse à ce nouvel univers qui se présente à vos yeux. Tout en suivant la lumière, je vous invite à vous asseoir autour du cadran solaire en pierre de schiste. Un cadran solaire est un instrument silencieux et immobile qui indique le temps solaire par le déplacement de l'ombre d'un objet de forme variable appelé le style. Orienté selon l'axe nord-sud et pointé vers le pôle céleste, et placé sur la table entouré d'un ensemble de graduations tracées sur cette surface. Celui-ci a subi une détérioration ne pouvant plus indiquer l'heure. Le cadran solaire de Finlay s'impose comme la sculpture ombilicale du musée. Il explore l'histoire ancienne par l'épigraphie latine. Locus brevis innuce intermissus. La connaissance de l'heure naît d'une brève interruption de lumière. D'une lumière niée naît une autre lumière, un savoir. Une autre entrée plus ouverte nous amène sur l'esplanade. Un mur en céramique sur béton. Porte monumentale de Jo de là-haut, l'esplanade signale l'entrée de la zone piétonnière du domaine universitaire du Sartillement par un mur interrompu se terminant par 2 bras accueillant le visiteur. Victime d'une lente et inéluctable détérioration due aux intempéries, l'œuvre de Jean de là-haut a fait l'objet en 2010-2011 d'une réfection générale. En remontant vers le bâtiment trifacultaire dans le quartier Agora, on y voit un homme assis sur 2 chaises, le Nanti. En 1973, Madry-Andrien sculpte le Nanti d'abord dans le plâtre et le coule 2 ans plus tard dans le bronze. Grinçante et ironique, l'artiste dénonce ici la bourgeoisie triomphante symbolisée par la représentation grandeur nature d'un homme corpulent et impudique, jambes et bras largement écartés, le regard vide, le sourire satisfait. Le Nanti s'étale sur 2 chaises drapées. Toute la graisse du bourgeois est concentrée dans son ventre, disproportionné, gras, trop nourri. À l'inverse du Nanti, un peu plus haut, une femme, Lacaille. Elle date de 1960. Sculpture d'une femme prosternée de Georges Grard. Lacaille traduit avec une rare force de l'image de notre enracinement terrestre. On ose la toucher tellement elle apparaît fragile dans cette prosternation. Peut-être elle nous cache des sentiments ou des émotions. Cette œuvre impose le respect et le silence. Une sculpture en bronze est obtenue à partir d'un modèle original en terre, en cire ou en plâtre.
qui est fondu en bronze à partir d'un moule. En sculpture, cette technique remonte à la plus haute antiquité, depuis au moins le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Dans la sculpture occidentale, les techniques et le savoir-faire des sculpteurs fondeurs ont profondément évolué. Après ce moment de sensibilité, nous nous dirigeons vers la place devant la faculté de droit et de psychologie de sciences de l'éducation, où l'on trouve les liaisons. La première, c'est droit et justice pour l'humanité, Pierre de Vinalmont et bronze, installé en 1982. Devant la faculté de droit, Félix Roulin imagine un amphithéâtre circulaire, délimité par 14 colonnes brisées et dont les 5 gradins paraissent basculer vers l'entrée de l'immeuble. Au centre est posé un pied fissuré, comme à la suite d'un séisme, et accompagné d'un fragment d'objet, qui est soit le fléau d'une balance, soit le bout d'une épée. Les crevasses du pied recèlent un enchevêtrement de corps humain, coulé dans le bronze. Le reste du monument est taillé dans le calcaire blanc, dit Pierre de Vinalmont. Nous arrivons devant Colombe, rêve venu de bientôt. En cuivre plié et gravé d'une hauteur de 8 mètres, la liaison de la place des orateurs retenue lors du concours d'idées de 1979 s'intègre devant le bâtiment de la faculté de droit et présente comme lui une structure polygonale. Son reflet dans la grande baie vitrée en révèle la forme aéronautique dans sa totalité, en même temps qu'il le transforme en miracle. En 82, le doyen de la faculté de droit de l'Université de Liège reçoit une lettre du valet des rêves, Paul Gauze. Écrit. L'examen de cet objet volant mal identifié révèle qu'il s'agit d'une fusée en papier, cuivre plié comme vous en avez peut-être lancé, écolier. Sur cette feuille, un autre écolier a calligraphé un texte qui, par la suite de son pliage et de son lieu d'incidence, est peu lisible, mais qui rappelle nos multiples déclarations des droits de l'homme. Un peu plus loin, on trouve la tour kaléidoscopique. Travaillant la peinture et la sculpture, Jean-Paul Lannen privilégie le dialogue entre ses œuvres et leur contexte. Il conçoit en 1982 la tour kaléidoscopique en superposant 3 cylindres d'amiante emboîtés sur un socle en béton. Un muret circulaire en bloc de béton blanc et gris protège l'entrée de la tour. Depuis l'intérieur, à travers ce qui ressemble à une meurtrière, il est possible de surveiller la place des orateurs ou de regarder le ciel à travers un kaléidoscope. Ce dernier, composé d'éléments en plexiglas et en acier, projette des taches de lumière colorées qui changent en fonction des heures et des saisons. L'œuvre évoque tour à tour le poste d'observation, le sas symbolisant le passage de l'étude à la pratique et le phare. Rappelant également les meurtrières médiévales, elle engage à une réflexion sur l'histoire et par extension la quête de la connaissance. Cette connaissance qui nous ouvre les portes à l'avenir nous amène sur la liaison 4, idée de porte. L'œuvre est installée sur l'un des 2 passages qui mènent depuis la place vers l'entrée principale de la faculté de droit. Navet et Mathieu sont avant tout dessinateurs. Leur collaboration témoigne ici de l'intérêt du premier pour les questions d'intégration de l'art à un cadre architectural. Ainsi, le choix du béton a-t-il été dicté par la proximité d'un bâtiment où ce matériau domine. De même, la forme semi-circulaire des blocs était liée à celle des baies cintrées de la faculté. L'œuvre évoque davantage un chantier qu'un projet abouti. Mais ne s'agit-il pas d'une idée, tant par la texture des éléments utilisés que par leur agencement? De poutrelles métalliques placées telles que gigantesques leviers, elles confèrent à l'ensemble un équilibre précaire et suggèrent un état temporaire. Direction vers la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation, où presque effacée par la végétation apparaît Liaison 5 de 1988. C'est la volonté d'intégrer la sculpture à l'architecture qui a dicté à Alphonse Nouk le sens de sa démarche. Liaison 5 constitue bien un rappel de la façade de la faculté de psychologie, rythmée par de nombreuses baies cintrées. À partir de ces structures, l'artiste a construit un disque dont le centre est occupé par une stèle de marbre blanc taillé en fuseau. Les 3 nattes en azobé, bois africain imputrescible, qui composent la treille semi-circulaire, doivent permettre à la vigne vierge plantée au pied de la sculpture de s'y agripper. En raison de sa douceur, de son apparence et de son homogénéité, le marbre est très populaire pour la création de sculptures de formes tridimensionnelles. Il existe des marbres de différents coloris, rouge, blanc, rose, etc. Ses veines et sa structure cristalline le caractérisent. Le marbre a un rayonnement très doux. Si on le mélange, le marbre et le granit, on atteint la 6e liaison, labyrinthe. Devant la faculté de psychologie, Léon Huidard conçoit un dallage en forme de labyrinthe en marbre blanc et granit noir. Au centre de ce dédale, un cube à motif géométrique est installé. La forme labyrinthique évoque aussi les circonvolutions
du cerveau, méandre de l'esprit. C'est également une référence directe à la psychologie. Il faut aussi souligner qu'aucun accès ne permet d'accéder au centre du labyrinthe. L'inscription « Errar humanum », l'erreur est humaine, renvoie à la volonté de précision de l'artiste qui se décharge ainsi du manque de régularité dans la hauteur des marches donnant accès à l'œuvre. Le symbole psi, 23e lettre de l'alphabet grec, fait référence à la discipline enseignée dans le bâtiment. Ce qui nous dirige tout droit vers la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, avec l'entrée de celle-ci. C'est l'œuvre psi. Qu'elle soit de bois peint ou de céramique, les figures de Pierre Caille retiennent généralement l'œil par la vitalité de leurs couleurs. La surprise n'est donc pas mince de voir l'artiste opter sur ses portes bleu-blanc et deux couleurs pâles, bleu et rose, dans une composition jouant assez sombrement sur des profils humains schématiques de taille et de position variées. Dans le tympan du porche, une figure de cavalier, mix d'homme et de cheval, domine la composition. Elle illustre l'un des principes directeurs de l'œuvre de Pierre Caille, ensemble de couleurs d'êtres composites évoquant le mode ludique de l'enfance autant que certains assemblages de Picasso. En s'enfonçant dans les bois entre ces deux facultés précédemment citées, une boule coupée en deux, c'est Imago d'Émilie de Smet. Elle est installée en 2006 au milieu d'une clairière. Cette œuvre est composée de deux coquilles légèrement décalées qui laissent apparaître une surface lisse et miroitante. Celles-ci sont composées de plaques de plomb assemblées les unes aux autres par soudure. Sur la surface extérieure, la matière est craquelée comme la peau d'un crocodile. Son toucher est très spécial. Restons au soleil comme sur ce chemin qui se nomme ainsi et découvrons un majestueux oiseau, le grand aigle des conquêtes, animé par un moteur à merle. En bois et métal de 6 mètres de haut, installé depuis 1984, le grand aigle des conquêtes, créé par l'atelier de Sartillement et de Claude Strebel, d'après une maquette de Francis André, est une des œuvres emblématiques de la collection des sculptures et d'intégration monumentale de l'Université de Liège. Dans sa conception originale, le grand aigle était mobile. Relié par une chaîne à un flotteur immergé dans le grand collecteur d'eau, les ailes de l'oiseau se déployaient ou se repliaient au gré de la hauteur du niveau des eaux. Ce dispositif fut cependant mis hors d'usage en raison du risque possible d'accident dans un environnement ouvert. Le grand aigle s'est donc figé dans un envol perpétuel et est devenu un puissant repère des sentiers de promenade de Sartillement. Empruntons dès à présent le chemin des amphithéâtres et entrons dans un livre très particulier. Album et bleu, construit en 1985. 48 halles de lave émaillées sur un socle en béton. Album et bleu se présente comme une double page largement ouverte. Chaque panneau étant illustré de 24 pavés historiés. Le titre prolonge la métaphore du livre, qui nous renvoie à la formation même de l'artiste et décrit les couleurs de l'œuvre, blanc, album en latin, et bleu. Symétrique dans sa composition, l'œuvre se déploie en un jeu de miroirs. Les pavés illustrés sont comme un grand livre d'images qui raconterait une partie de l'histoire et du folklore belge. Juste avant de passer devant les grands amphithéâtres, des couleurs vives nous attirent, ces métamorphoses, en aluminium laqué. Les modules installés en 1966 s'imbriquent ici en diagonale, dans une disposition horizontale évoquant un original appareil de soutènement. La démarche minimaliste de Francis Weiss associe la rigueur de la forme, des assemblages de variations sur le cube et le parallélépipède, et expressivité de sa couleur. Il transforme de froides structures d'aluminium poli en volumes chromatiques d'une rare intensité. Il articule leur harmonie contrastée de part et d'autre d'une masse noire qui devient catalyseur. L'œuvre, constituée d'éléments qui auraient pu être indépendants, acquiert sa pleine autonomie plastique dans son intégration dans l'espace largement ouvert et tout en pente douce. En contournant la librairie du Cèdre, on arrive face à Composition monumentale, créée en 1976 par Léon Huidard qui choisit d'intégrer un bas-relief. Composition monumentale propose un jeu de formes dont Huidard livre lui-même les règles. C'est le motif supérieur gauche qui fut conçu le premier, de façon symétrique, comme la plupart des dessins de cette époque. Pour relier cette partie au reste, j'utilise en bas une composition également symétrique, dont les axes de certaines formes correspondent au prolongement de verticales de quelques formes de la partie supérieure. Ces formes découpées sont recouvertes de couleurs bleues et rouges, dont les étroites bandes qui en sont finalement apparentes. Plus loin sur sa colonne, un autre rapace prend son envol. L'aigle. Avec l'aigle, Wilke donne ainsi à voir un animal prêt à prendre son élan. La sculpture est trapue et témoigne de la puissance que l'oiseau dégage au moment de l'envol. Il n'est pas question de vision anatomique.
C'est une masse concentrée sur elle-même dont la force va bientôt se libérer. Descendons maintenant vers les amphithéâtres pour arriver devant le mur de pierre d'âge viséen. Pierre calcaire d'une hauteur de 3 mètres sur une longueur de 50 mètres, montée en 1967, cette œuvre de Pierre Culot est l'une des plus anciennes et des plus explicitement intégrées, puisqu'elle apparaît de prime abord comme un mur de soutènement. Son agencement évoque quant à lui une construction cyclopéenne, c'est-à-dire mettant en œuvre un entassement de grosses pierres non taillées. Pierre Culot nous renvoie une fois de plus vers nos origines, le monde grec, creuset de nos civilisations. En quittant ce mur, on ne peut rester indifférent à Amonozote, entre nous. Créé en 2010, ces cercueils identifiables au premier coup d'œil nous évoquent un cimetière improvisé où les défunts restent anonymes et notre imagination fait le reste. Enfin, ces dernières demeures évoquent encore, selon l'artiste Michael Dance, les ancêtres dont le souvenir trop vite disparu se manifeste encore dans les tombes que l'on fleurit. Métamorphose, en béton, céramique et grès de 1968, est un dessin tracé au sol qui mène des grands amphithéâtres à l'Institut de chimie. Colette Henrion a mis au point une structure de transition. Les angles des hexagones des amphithéâtres imperceptiblement s'adoucissent pour devenir une mouvance de formes qui se fonde enfin dans la trame orthogonale de l'Institut de chimie. Voici une de mes œuvres préférées datant de 1984, où 30 virages aux idées claires de Magritte peuvent toujours être expérimentés de multiples manières. La vue, le toucher, le temps de la promenade, l'imagination, les savoirs. Ici, nous appréhendons d'abord une allée de pierres levées, disposée rigoureusement sur 3 axes longitudinaux, parallèles et en 12 groupes. Bien que d'apparence brute, ces cailloux sont tous d'une hauteur approchante et partiellement peints de bleu outre-mer. La matière rugueuse est parfois opposée aux troncatures lisses. Le gris naturel du calcaire avoisine la peinture bleue. La pierre brute se discipline dans ses alignements. L'espace net de la terrasse s'inscrit dans la forêt environnante. Et notre imagination élabore le dialogue de la nature et de l'artifice, mis en scène côte à côte. La disposition des pierres dressées de Daniel Dutrieux suggère un langage, appelle à une interprétation. Mais il faut être averti pour savoir qu'elles écrivent en braille les mots pierre bleue, tandis que les dalles et les troncatures de pierre se lisent gris nuage. Nous sommes ici de ceux qui ont des yeux, mais ne voient point le langage des non-voyants. En outre, l'association de ces mots est partiellement contredite par l'œuvre. Les pierres grises sont peintes en bleu, avec le temps cette couleur sera lavée par la pluie et le gris virera lui aussi vers le blanc. Associant image et langage, l'artiste se joue de leurs contradictions pour en faire jaillir des étincelles de poésie à la façon de René Magritte, à qui cette sculpture est dédiée. Beaucoup plus moderne, c'est le thème du savoir que fait varier Robert Cahet dans Éclosion contrôlée. Associée à une bouche d'incendie du bâtiment des travaux pratiques de l'Institut de chimie, sa sculpture combine des matériaux choisis en tant que produit de la recherche contemporaine. Un tuyau en PVC plonge dans la terre afin de puiser l'énergie, connaissance, nécessaire au travail scientifique. Ce tube est relié à un cube en acier inoxydable qui constitue la réserve de savoir scientifique. Trop rempli, il est prêt à exploser tel une bulle de chewing-gum. Derrière le bâtiment se trouve structure 1 de Paul Renot. Elle prend place à une époque de grand développement de l'art abstrait. Le matériau utilisé par l'artiste est de l'acier fabriqué industriellement. Conçu en hauteur, l'œuvre haït les droites, les courbes et les creux. Ne vous endormez pas, car elle s'est endormie depuis 1984 dans son enveloppe de bronze. L'endormie d'Olivier Strebel s'inscrit encore dans les abondantes métaphores qui traversent le musée autour du sommeil et de l'éveil, de la nuit et du jour. Issue d'une série de figures féminines à la sensibilité épanouie, la sculpture joue avec les reflets du bronze, polie pour mettre en lumière des rondeurs évocatrices. Faite d'un assemblage complexe de pièces entrelacées, l'œuvre propose une variation poétique sur le thème du morcellement et de l'unité. Flottant, voguant, sinueuse, au-dessus d'un bassin, l'endormi suscite des rêves d'eau, l'endormi suscite un rêve aquatique. Revenons à présent vers la lisière du bois, afin d'entendre la vie des abeilles. Jean-Paul Lannen décrit lui-même son œuvre comme une cellule donnant naissance à 3 autres identiques. L'ensemble des alvéoles en acier inoxydable est incliné de 5%. L'évidement du motif permet à chacun de ces éléments de se profiler sur la nature, tout en encadrant celle-ci. Si elle contraste avec le paysage environnant,
La géométrie et la légèreté des formes s'accordent en revanche avec l'architecture proche, tout en symbolisant la vie des abeilles, qui, selon l'expression de Joseph Hans, s'organisent dans l'ordre et dans la mesure. Et pour veiller sur ces abeilles, nous avons les yeux de l'architecte Claude Streubel. Il intègre une peinture murale. 2 yeux font face de l'arête du bâtiment, une figure évoquant un masque ou une proue de galère antique. Alphonse Nouk a intégré une sculpture à la Galerie des Arts. Ses compositions, la succession rapide des éléments verticaux et la multiplication des modules semblables créent une rupture dans la perception de l'environnement. La suite de notre balade nous emmène de la faculté des sciences à l'Institut d'astrophysique, géophysique et océanographie. Nous arrêtons sur une souche d'arbre appelée « Un rêve de pierre vivante ». Œuvre mystérieuse, rêve de pierre vivante invite au repos, à la méditation et rappelle symboliquement les mutations du sartinement à travers le temps. Le site boisé, en effet, bien que précautionneusement préservé par les plans de Claude Streubel, a peu à peu cédé la place aux facultés universitaires. Cette souche de pierre sculptée non sans ironie par un tailleur de stèles funéraires rappelle aux étudiants, professeurs et autres visiteurs les arbres séculaires qui jalonnaient autrefois l'endroit. Une souche d'arbres hyper réaliste. L'œuvre surprend le visiteur dans ce parterre en gradin, l'amphithéâtre improvisé qu'il accueille aujourd'hui. 4 œuvres sont dissimulées dans le domaine du sartinement. Un rêve de pierre vivante, un rêve de pierre secrète, un rêve de pierre noble et un rêve de pierre jouisseuse. Pendant que nous rêvons à toutes ces pierres, nous sommes dans la grande nuit. L'effigie fantomatique de Jean-Pierre Point, La Grande Nuit en petit granit, est une œuvre des années 60. L'élégance des proportions, l'évocation des drapés, l'austérité de la composition lui confèrent une dimension véritablement classique. Le petit granit est travaillé à la boucharde pour en exalter la matière. La mousse installée au fil du temps révèle une réalité vivante sans altérer la marque du sculpteur. En plein centre des facultés des sciences, un bateau spécial nous est signalé par le ferry-boîte. En 1978, Paul de Gobert s'engage à ranimer un lieu refermé sur lui-même, la cour du bâtiment de chimie, dont il transforme une cheminée de ventilation en cheminée de grand cargo sur une hauteur de 30 mètres. Sous un ciel bleu chargé de nuages, le capitaine, qui a les traits de Claude Streubel, architecte du domaine universitaire et co-auteur de l'immeuble, scrute l'horizon dans sa longue vue. En bas de la cheminée, un marin qui tire un cordage essaye d'amarrer l'humour au sérieux. Près du prototype de laboratoire de chimie se trouve « Sculpture du plan K », tout en acier inoxydable. Cette œuvre se distingue a priori du reste de la production du sculpteur dit nantais Félix Roulin, surtout connu pour ses fragments de corps en bronze emprisonnés dans l'acier corten ou inoxydable, ou encore dans la pierre, comme on a pu le voir dans la sculpture Droit et justice pour l'humanité située devant la faculté de droit. Ces sculptures ici opèrent en fait de la même façon que ces autres productions, en captant et en découpant les reflets des corps, cette fois bien réels, des comédiens ou des visiteurs en mouvement. Toutes les œuvres se mettent constamment en mouvement entre les bâtiments et la nature. Redescendons de nouveau vers le bois pour y retrouver une certaine sérénité avec Métamorphose, eau pierre pour en écoulement. Sur une longueur de 20 mètres en pierre calcaire, l'œuvre de Jean-Marc Navet est installée au bord du chemin des amphithéâtres, derrière le bâtiment de physique. Elle se compose de 20 blocs de pierre calcaire d'1 mètre de long chacun, assemblés au moyen de joints de ciment. Ceux-ci, presque invisibles au moment de la réalisation, conféraient à l'ensemble l'allure d'un bloc uniforme. Le temps et les intempéries révèlent peu à peu la présence des différents éléments. La ligne ainsi formée est limitée d'un côté par un mur de soutènement en béton, de l'autre par un monticule composé de fragments de pierre, scellés en une masse compacte. Le lieu choisi par l'artiste est étroitement lié à la signification de l'œuvre ainsi qu'à son titre. Les parois inclinées entre lesquelles les blocs de calcaire sont placés servent en effet à recueillir les eaux de ruissellement, dont Jean-Marc Navet matérialise l'écoulement vers le chemin. L'œuvre souligne de la sorte l'absence totale de ce phénomène sur l'ensemble du domaine universitaire, le système d'évacuation des eaux étant entièrement souterrain. À quelques pas de là, un homme debout en bronze, le pâtre. Sculptés, dessinés, sont pour Idel Lancelevisi les passions qui manifestent dès l'enfance. Il a réalisé des centaines de sculptures et des milliers de dessins. La plus grande partie de son œuvre se trouve au musée Le Mille à la Louvière. Sur Liège, en 1995, est érigé le pâtre, une réplique d'une des statues du monument Ngaliema à Kinshasa au Congo.
Toujours à l'orée du bois se trouvent deux pierres. La première, c'est pierre dressée, en petit granit. Une fois extraite de la carrière, dégrossie et choisie par le sculpteur, la pierre prend forme. La masse affinée et circonscrite dans ses volumes s'individualise. Par une sorte de processus libérateur, la pierre se dresse alors dans un espace où le dialogue peut avoir lieu. La sculpture totem de Jean Willam, installée en automne 1977, est un des premiers jalons du jardin de pierre du musée en plein air du Sartènement. La pierre dressée possède un seul et unique œil qui peut être nôtre. Il invite à observer le monde environnant au travers d'un instantané fugitif pétrifié. L'autre pierre, c'est Composition 62. Composition 62 présente en quelque sorte la formule initiale du procédé d'emboîtement caractéristique du sculpteur, qui ira en se compliquant dans son travail ultérieur. Imposante dans sa simplicité, la sculpture dérive de l'étude de figures doubles, couple ou maternité, ou tout simplement deux doigts, dont les traits figuratifs se sont progressivement estompés. Ensuite, nous avons une troisième pierre en petit granit, la géomancie. L'université en décide l'achat en 1967 à l'occasion de son 150e anniversaire, dans la perspective de la création d'un musée de sculpture. Celle-ci est installée dans le jardin des pierres devant l'Institut de physique. De l'automne, il nous reste à passer l'hiver pour découvrir le printemps. Cette figure aurait été initialement conçue pour faire partie d'un ensemble sur le thème des saisons, installé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, dont le projet avorta. Elle porta aussi le titre plus immédiat de Grande femme assise. Pour le printemps et la caille, ces deux pièces se révèlent d'ailleurs d'une admirable complémentarité. Alors que la seconde est prosternée contre le sol, faisant corps avec lui comme un galet de chair, le printemps rayonne de l'expression heureuse d'un corps épanoui. Toutes deux s'intègrent à la perfection, force de la nature dans le plein sens du terme. Elle semble émaner de la terre. À travers ses nudités sereines, l'œuvre de Grard apporte un message de sensualité profonde. Le printemps vous invite à la sérénité en ce lieu de Serge Van der Kamp est une des sculptures les plus monumentales de la collection. Dissimulée dans la végétation pour vous surprendre, faite de blocs massifs, elle est constituée d'un portail entouré de 4 bancs. Derrière, 2 structures mégalithiques ont été déposées. La première supporte une structure triangulaire. La surface de la pierre porte encore des traces de fossiles caractéristiques du matériau et les outils ayant permis le façonnage de la pierre. Ce cachet brut favorise le rapprochement entre la sculpture et les œuvres du passé. En effet, lieu n'est pas sans évoquer par son aspect formel les dolmens préhistoriques. Lieu appelle le passant au répit. C'est un sanctuaire à la méditation, un arrêt pour la pensée, où le corps peut se reposer et l'esprit confier au poète les premiers pas du cheminement intellectuel. Après un rêve de pierre vivante, voici un rêve de pierre secrète. Une hauteur de 2 mètres sur une longueur de 10 mètres, un grand bloc de marbre brisé barre un chemin. Il serait l'énorme linteau d'une porte d'un jardin interdit, unique vestige d'un Éden disparu. Dans cet environnement forestier, où les sentiers sont des chemins de terre, un accès bétonné vous invite à transgresser l'interdit, l'importance de la faille étant suffisamment large pour le passage d'une personne. Côté route, une inscription est lisible sur les 2 parties du bloc éclaté, passage interdit. Remontons vers le boulevard de Colonster, où devant nous se dresse le sapin rouge, d'une hauteur de 6,70 m. Ce grand sapin est l'œuvre de Jean-Pierre Ransonnet. Considéré comme l'une des grandes figures de la peinture contemporaine belge, Jean-Pierre Ransonnet signe ici sa première sculpture monumentale. Un petit sapin de 2,10 m en acier peint en rouge se dresse au sommet d'un quasi-cylindre en acier. Réduit à sa simple expression, le support en acier Corten s'évase légèrement de la base vers le sommet. Le sapin est constitué de 4 plans, ceux-ci indiquent les 4 points cardinaux. Orientons-nous vers l'ouest où la feuille, l'aile et la paupière en acier Corten de Nick Schausen, en 1997, en collaboration avec l'architecte Daniel Dethier, elle conçoit la feuille, l'aile, la paupière, une installation aux abords des amphithéâtres de l'Europe dans le domaine universitaire du Sartèlement. L'acier Corten est un acier rouillé très utilisé en architecture et décoration. De couleur brun-orangé, son oxydation offre non seulement une garantie de pérennité, mais aussi une condition d'intégration à la nature par le jeu des couleurs complémentaires.
La composition de l'acier Corten est un acier auquel a été ajouté du phosphore, du cuivre, du chrome et du nickel molybdène. Ces alliages permettent d'augmenter la résistance du Corten à la corrosion atmosphérique en créant une patine protectrice sur la surface. Cette patine se crée en général entre 1 à 3 ans, selon les conditions environnementales et l'alternance des périodes humides et sèches, favorisant l'adhérence de la patine. Grâce à la présence du phosphore, la couche de protection se régénère continuellement en surface et forme une barrière contre l'humidité et la pollution. Près du rond-point Simone David Constant, avec une impression d'abandon, 36 racines d'olivier pour une œuvre collective, des racines. Au début des années 2000, dans une exploitation catalane, des oliviers centenaires sont déracinés et remplacés par d'autres. Certains d'entre eux sont rachetés et commercialisés auprès de revendeurs belges en décoration de luxe pour leur vertu environnementale. Ne trouvant que peu d'amateurs, le stock est peu à peu délaissé et entreposé dans un champ de la région verviétoise, où la rigueur des hivers belges a tôt fait de l'achever. Dépité, le propriétaire confie les cadavres au groupe de réflexion des racines formé pour l'occasion. Bientôt, les oliviers deviennent le centre de créations diverses, parmi lesquelles des poèmes, des concerts, des photographies, dessins, etc., qui ensemble forment une œuvre collective construite sur des échanges et des rencontres intergénérationnelles. En 2015, ils intègrent les collections du musée en plein air et profitent d'un concert joué pour eux par Orchestra Vivo et d'une inauguration conjointe avec le nouveau rond-point Simone David Constant. Répartis sur un terre-plein près de la route, ils autorisent le chaland à se balader parmi eux, à les toucher et à y scruter les indices d'une nature qui reprend ses droits. Bien plus qu'une œuvre décorative, ces rescapés dénoncent aussi les dérives du mercantilisme et de l'immigration qui éloigne des racines. Sur le boulevard de Colonster, un peu caché, la peau. Profondément marqué par son enfance passée en Afrique, l'artiste Monique Goebbels exprime dans un de ses matériaux fétiches, la pierre, les peaux animales planées et séchées au soleil, ancrées dans ses souvenirs. Les craquelures et nervures organiques taillées dans le bloc accrochent la lumière et jouent sur les ombres et les creux de manière subtile. Près du service général d'informatique se poste le buste de Georges Montefiore-Lévy. Dans les années 1860, Montefiore se préoccupe de l'amélioration du bronze des canons. En 1869, ses recherches lui permettent de mettre au point un alliage particulier de bronze phosphoreux. 3 ans plus tard, il en fait étirer des fils et teste leur efficacité pour la transmission des communications télégraphiques. Le premier réseau téléphonique belge est établi à partir de 1879 avec des fils en bronze phosphoreux Montefiore. En 1881, participant au Congrès international des électriciens de Paris, Montefiore réalise le retard accumulé en matière d'enseignement électrotechnique. Il consacre alors toute son énergie à la création d'un institut d'enseignement électrotechnique au sein de l'Université de Liège. Grâce à sa fortune personnelle, il y installe des laboratoires, des ateliers et des salles de cours. L'institut est inauguré en octobre 1883. Après ce visage, levons nos yeux vers le ciel et soyons attentifs à quelque chose de noir dans les arbres. L'œuvre d'Élodie Antoine, une colonie de paresseux en fourrure noire dans les arbres, est inaugurée en septembre 2018 à proximité de l'Institut Montefiore. Elle dit « Les paresseux sont des sculptures en fourrure s'inspirant de la forme des grands mammifères arboricoles. J'ai choisi le paresseux parce que sa forme est naturellement sculpturale, sorte d'outre poilu dont on ne peut discerner la face. Les paresseux sont connus pour bouger très peu et ne descendre des arbres que très rarement. C'est un animal étrange et parfois inquiétant. Sa ressemblance avec l'homme a inspiré de nombreuses légendes. Je recrée une sorte de colonie d'animaux suspendus dans les arbres à diverses hauteurs. L'installation joue sur le doute, l'amusement et l'inquiétude à la fois. Ces œuvres ne se remarquent pas toujours immédiatement. Il faut lever les yeux, ce qui crée un effet de surprise, d'amusement ou de peur. Leurs longs poils souples agités par le vent leur donnent l'air vivant. Ils s'en dégagent le sentiment de calme et de sérénité. Ces installations posent aussi la question de la biodiversité et toutes les espèces disparues de nos jours et de toutes celles que l'être humain n'a pas encore découvertes, de l'absence de la vie animale au sein des villes et de la délicate cohabitation de l'homme et de la nature. Plus loin, avant le rapprochement entre le boulevard de Colonster et le boulevard du Rectorat, en passant en voiture, on ne peut rester indifférent à une œuvre emblématique du musée en plein air du Sartènement. C'est la mort de l'automobile. Elle connaît pourtant de nombreuses controverses lors de son installation en 1980. L'immersion dans un bloc de béton d'une Cadillac, ou plutôt d'une carcasse de voiture de luxe, amputée de son avant par un accident, crée le scandale. Ses détracteurs prônent l'automobile en tant que moyen de liberté, tandis que ses défenseurs y voient une revendication écologique.
À l'origine, Fernand Floch avait imaginé faire disparaître sa sculpture avec des plantes grimpantes qui auraient investi petit à petit socle en béton puis l'automobile échouée. Retournons dans la nature et dirigeons-nous vers le centre sportif du Blanc-Gravier en empruntant le chemin de la vallée, où, dans toute sa simplicité, s'offre tout d'abord le groupe 1981. Proche de l'intersection des chemins des amphithéâtres et de la vallée, groupe 1981 occupe une situation idéale, du point de vue de la visibilité et de l'insertion dans l'espace. Hors de tout contexte architectural, la pierre à l'état presque brut, tout d'abord valorisée par ses qualités propres, de masse, de dureté et de grain, s'intègre harmonieusement au cadre naturel. On peut leur attribuer l'allure d'un conseil de vieux sages retirés dans la forêt, qui se réunissent pour parler de l'humanité. Quoi qu'il en soit, l'œuvre d'Eugène Daudaigne nous rappelle le souvenir d'une très ancienne pratique artistique qui éveille ces pierres levées d'allure mégalithique. Tout en marchant doucement, je vous demande la plus grande attention, car ici seuls les chuchotements sont autorisés devant cette majestueuse jeune fille agenouillée, en bronze de 1951. Ami de Georges Grard, Charles Leplay apprécie tout comme lui la représentation des nus féminins. À ceux-ci, il confère régulièrement des attitudes réservées, pensives, introspectives. La jeune fille agenouillée aux abords de la mare au chevreuil, en plein cadre bucolique, elle incarne certainement l'œuvre la plus délicate de la collection, et c'est ma préférée. Quand j'étais étudiant, je l'appelais la Dame du Lac, en référence à la légende du roi Arthur. Pour rejoindre le domaine du Sartillement, l'œuvre originale de 3,50 m de haut, installée à la Banque nationale de Belgique, fut réduite à l'échelle grandeur nature, puis déposée un peu en retrait dans son écrin de verdure actuel, auquel elle se fond parfaitement, tant par la couleur que par sa poésie, tout en retenue. On pourrait s'arrêter auprès d'elle plus longtemps, mais si on remonte vers le Blanc-Gravier, on peut se poser pour une sieste sur les hauteurs de Liège. Pour ce projet, Patrick Corillon voulait développer un sentiment qu'il aime retrouver dans les parcs, à savoir l'action conjuguée de l'homme sur la nature à celle de la nature sur l'homme. Avec l'apparition des mousses végétales sur le béton, l'artifice des moulages perdra son poids pour laisser place à l'ambiguïté d'un projet mi-culturel, mi-naturel. Arrivé au centre sportif, un moteur inattendu, le Harry. Harry Ferguson et Henry Ford apparaissent comme deux figures héroïques du XXe siècle. Sur base de leur rivalité entre ces deux hommes, Xavier Marie a développé Harry et Henry. Constitués d'avant de tracteurs agricoles, ces œuvres se présentent comme des monolithes de l'âge moderne. Harry, ici qui sera intégré de manière permanente au Sartillement, consiste en un tracteur de compétition tout-terrain, retravaillé par l'artiste. En s'enfonçant avec ce tracteur dans les bois, une œuvre s'intègre parfaitement dans cette nature, celle du boogie-woogie, en bois d'Iroko. C'est dans le cadre de l'exposition « L'arbre que cache la forêt » que Clemens Van Lunen a conçu Boogie Woogie. L'œuvre s'intègre à un ensemble de sculptures sur bois de grande dimension produites dans la seconde moitié des années 90. Le choix du titre, évocateur des œuvres américaines de Mondrian, les invite à mesurer la dynamique de la pièce qui m'apparaît comme un geste figé dans l'espace. Au-delà, il y a le pouvoir évocateur de la sculpture. Clemens Van Lunen déclare qu'elle essaye de souligner les similitudes formelles entre le monde animal et végétal. Je cherchais une sorte de pacte entre la sève et le sang. Le choix de son site d'implantation à proximité des centres sportifs a été déterminé par la qualité des sous-bois qui s'y trouvent et par la fréquentation des lieux. Ainsi intégrée, la sculpture perd de sa raison culturelle dans un premier temps du moins. Ensuite, elle retourne à la nature jusqu'à ce que le regard en estime l'impossible forme. Près des terrains de sport, Gisants et grands gisants de Michel Smulders sont des blocs de pierre bleue travaillés avec métier et patience. La sculpture évoque la forme d'un corps couché qui semble pris dans un cocon. Selon les dires de l'artiste, il s'agit d'un être composite à mi-chemin entre le défunt et la chrysalide, prêt à renaître. Il s'agit d'un message d'espoir, de renaissance, de vie après la mort. L'œuvre incite à l'observation, à la réflexion et au recueillement. Sa fonction commémorative fait référence aux représentations funéraires de l'époque médiévale. Sommes-nous perdus? Heureusement que nord, sud, est, ouest est constitué de 5 plaques de pierre bleue alignées selon le magnétisme terrestre. 4 pièces portent une inclusion de plomb indicatrice des points cardinaux. La sculpture de Catherine van Bottelsberg recèle une haute densité poétique. Peu à peu, elle s'enfoncera pour épouser l'imperceptible mouvement du sol, suggérant la trace d'une construction abandonnée.
Si nous avons retrouvé notre chemin, nous avons l'impression d'avoir voyagé dans le temps avec 100 titres. Comme une réminiscence des temps avant l'histoire, la sculpture de recours prolonge ou fait écho au mur de pierre d'âge viséen de Pierre Culot qui lui fait face sur l'autre versant du blanc gravier. Passerelle vers des âges anciens ou futurs quand la communication s'établit au-delà du langage. Comme un cône dressé sur la pointe, la sculpture est parcourue d'un réseau très dense et régulier de fines entailles horizontales. Une sourde et lente vibration semble naître du sol et monter doucement, s'élargir puis s'apaiser en atteignant le large sommet de la pierre lissée. Laissons-nous glisser encore une fois en bordure de forêt pour mesurer une des plus longues sculptures du domaine. Installée à proximité des centres sportifs, la sculpture en bois d'Iroko de Dederen se présente comme une pièce de bois d'une longueur de 45 mètres. Elle balise le parcours du visiteur qui marche le long du chemin du blanc gravier. Le sculpteur explique fort bien le sens de sa démarche. Ma préoccupation actuelle est de rendre visible et de matérialiser la fluidité, la souplesse, la croissance, la mobilité constante de l'arbre, le passage, la continuité indéfinie. Je matérialise ce mouvement en laissant apparaître le processus de travail, l'action de faire, me rapprocher davantage de l'essence même de l'arbre à un moment précis de son être. Proposition ouverte et non un produit fini, le résultat est donc plus une succession de qualités d'intervention qu'une idée préconçue. Après ces 45 mètres, un peu de relâche. Sculpture installée par Paul Mackels au bout du chemin du blanc gravier présente un emboîtement d'acier Corten. Qualifier cette œuvre d'abstraction géométrique se justifie en plusieurs points. Précision des contours, science des emboîtements, franchise des volumes, recours à un vocabulaire de forme essentielle, cylindre, cube, angle, courbe. Son talent s'y exprime par la qualité de calcul des équilibres, des proportions de forme. Le recours de l'acier Corten induit par ailleurs une valeur lyrique à la charge émotive de l'œuvre. Relâche se découvre tout en révélant dans une même vision sa face et son côté sur lequel le regard glisse pour se reposer dans la végétation qui l'entoure. Devant l'Institut de botanique, je vous invite chez vous à prononcer « Tour au-delà le ré ». Le travail de Peter Donsbrough est ancré dans un vocabulaire minimaliste, fait de mots simples et de lignes disposées dans un espace le plus souvent bâti. Comme pour la majorité de ses œuvres, l'installation du sartillement s'inscrit dans une volonté de redéfinition de l'environnement perçu. Les pièces d'acier le délimitent comme des fenêtres encadrant l'image de l'Institut du botanique, de la nature environnante et du ciel. En parlant de nature, Daniel Dutrieux propose une œuvre qui invite à poser un regard nouveau sur la nature environnante. Dendroscope et colonnes constituent un itinéraire destiné à l'observation du végétal. Les colonnes évoluent d'un bout à l'autre de l'installation, associées à un mode d'appréhension du mode végétal. Socle du visuel et stèle des écorces complets de Dendroscope. Vaste panneau de métal haut d'1,85 m et percé de mire géométrique permettant, selon un ancien manuel d'élagage, de donner une idée de la forme que doivent avoir les arbres forestiers bien élagués. Trous de serrure à travers lesquels la nature rejoint l'artifice et les arbres, l'arbre idéal. Un écrivain bien connu des Liégeois, mais également du monde entier, avec La Joséphine. En 2003, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Georges Simenon, le Centre wallon d'art contemporain à la Châtaignerie à Flémal et la province de Liège montrent l'opération Simenon d'une pipe. Une trentaine de pipes géantes en polyester. 2 de ces pipes sont hébergées depuis 2004 au musée en plein air. La Joséphine de Léon Huidard fait écho aux amours de Georges Simenon, dont une liaison tumultueuse avec Joséphine Baker au début des années 20. Nous voici à présent dans l'allée des érables à Colonster, où un ange nous accueille, c'est l'ange vert. 10 ans avant sa mort, en 67, Freddy Wibo signe une œuvre monumentale, magnifiquement intégrée à la végétation du parc du château de Colonster. En céramique recouverte d'un vert très sombre, presque neutre, elle est composée de formes simples, anguleuses, encore marquées d'une lointaine influence cubiste. Pleine, massive, l'œuvre est dominée par l'harmonie des lignes et des rythmes. Wibo concentre toute son attention sur la matière, sa résistance, son grain, sa couleur. La céramique accroche la lumière, insufflant une énergie vitale à la sculpture. Légèrement rigide, s'élevant vers le ciel, l'ange vert impressionne et fascine. Ce n'est pas l'ange Cupidon et sa flèche. Le musée en plein air, un lieu d'expression pour les artistes contemporains. Parmi les œuvres exposées figure la flèche de Robin Welter. L'artiste travaille dans le bois la forme d'une tête de flèche. De retouches en évolution, j'ai diminué l'effet de pointe et les côtés ont été recoupés, explique l'artiste. C'est devenu un grand signe qui évoque 2 apostrophes massives assemblées sur leur grand côté. C'est
C'est une réflexion sur les signes autant que sur le sens, la direction. L'âme de la pièce, accentuée par un collage différent, insiste sur l'équilibre fragile de l'ensemble. Pour la dernière sculpture, je vous invite à la danse avec la Vierge folle. La Vierge folle est inspirée d'un mouvement de danse de la danseuse américaine Isadora Duncan. La matière est laissée vibrante, vivante. L'œuvre se lance à la conquête d'un mouvement, défiant la pesanteur et pénétrant d'un même mouvement les trois dimensions de l'espace et du temps. Offerte à l'Université de Liège par le docteur Désiré Jaumin, issu de la faculté de médecine, l'œuvre de Rick Waters est l'une des œuvres emblématiques de la collection du musée en plein air de l'Université de Liège. Comme promis, voici votre bonus, des images extérieures du château de Colonster. L'aménagement actuel du parc du château de Colonster date de la première moitié du XIXe siècle. Façade, toiture, tours, barrières en fer forgé, piliers de l'aile des communs, salon de l'aile nord ont été classés en 1981. Aujourd'hui, le château de Colonster abrite le centre d'études et fonds Georges Simenon, le secrétariat du musée en plein air du Sartillement, un restaurant étoilé, des salles de réception et de réunion. Au milieu de cette nature et de ces arbres remarquables, nous sommes arrivés au terme de cette balade, à travers le campus universitaire et les bois du Sartillement. J'espère que parmi toutes les œuvres rencontrées aujourd'hui, certaines vous auront touché. Merci à ces artistes d'apporter un peu de poésie, d'imaginaire et de sérénité. L'art et la culture sont des instruments au service de la liberté d'expression, de la promotion de la paix et du développement durable. Le musée en plein air, tel que celui-ci que nous venons de découvrir, est une richesse artistique de partage. Merci à vous membres et volontaires d'Altéo de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver pour d'autres visites sur Altéo, c'est pour vous.